Allez, c'est reparti ici sur le plateau de TV7 by Numéum. On est ici à Station F, vous savez, c'est le sommet de l'IA, Paris capitale mondiale, épicentre de cette révolution intelligence artificielle pendant encore quelques heures. Et j'accueille nos prochains invités. Je suis avec Laurent Lefebvre, chercheur à l'INRIA, et Grégory Lebourg, directeur environnement OVH Cloud. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous connaissez, vous travaillez déjà ensemble. Peut-être démarrer avec vous, Grégory, donc avec OVH Cloud. Vous êtes le directeur environnement, effectivement, de cette belle scale-up française, créée par Octave Klaba il y a quelques années maintenant, peut-être quoi, 15 ans 25 ans, c'est 1999. Wow. Absolument, on a fêté les 25 ans l'an dernier. Vous n'étiez pas là à l'époque? Non. Vous avez rejoint sur le tard? Non, je suis arrivé un peu sur le tard, oui. Très belle scale-up, côté en bourse, voilà, magnifique histoire. Si on commence peut-être, Grégory, avec vous sur l'aspect matériel des choses, quel rôle joue là, un fournisseur cloud comme vous, comme OVH, quand on parle d'IA et d'impact environnemental? On sait que c'est pas Jojo, on sait que ça s'améliore, hein, et que notamment grâce à des acteurs comme vous, mais qu'il y a encore beaucoup d'enjeux parce que tout ça est très énergivore et que vu les milliards d'annonces, ne serait-ce que pour le marché français, qui vont arriver et fondre sur notre pays, forcément ça veut dire plus de puissance de calcul, plus de data center à refroidir et plus d'énergie à consommer. Oui, vous avez très bien résumé la situation. En fait, l'IA, quelque part, c'est assez business as usual. C'est pas quelque chose de nouveau, finalement, la matérialité de l'IA, puisque fondamentalement, ça repose sur des plateformes de serveurs qui sont équipées de ce qu'on appelle des GPU, qui sont finalement des composants qui ont déjà été introduits dans l'univers du cloud depuis de nombreuses années, pour du parallel computing ou pour alors du gaming, le jeu en ligne par exemple. C'est quelque chose qui est assez communément utilisé. Mais qu'on a découvert effectivement avec ChatGPT et Nvidia. Alors, tout à fait. Et le 3 ans. Ce qui change, c'est l'adoption massive de ces technologies-là, et c'est finalement la volumétrie qu'on met en face, la réalité matérielle, vous l'avez évoqué, sur la consommation électrique. Et c'est ça finalement, c'est le changement d'échelle qui est quelque chose, qui était un scénario de rupture quelque part. Okay. Alors maintenant, les technologies qu'on peut mettre en face pour réduire l'impact environnemental du cloud, globalement, sont les mêmes que celles qu'on utilise depuis maintenant une vingtaine d'années, par exemple chez OVH Cloud. La recherche d'efficacité énergétique dans l'infrastructure du data center peut s'opérer par des transformations du modèle de refroidissement, par exemple. L'adoption de ce qu'on appelle le refroidissement à l'eau, le direct liquid to chip en anglais, est quelque chose qui amène, par exemple, une efficacité énergétique très intéressante. Ça fait des années que vous défendez ça et que vous le pratiquez avec vos clients. Ça fait plus de 20 ans en fait, que nous on le déploie massivement à l'échelle. Aujourd'hui, tout notre parc de serveurs dans les 9 pays dans lesquels on opère, on a 43 data centers. L'ensemble de ce parc est refroidi à l'eau avec des boucles en circuit fermé, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là, bien sûr, on attend que globalement, il y ait une sorte de lame de fond de l'industrie, de l'écosystème, depuis les fabricants de ces GPU jusqu'aux exploitants de data centers et aux cloud service providers, pour finalement se mettre autour de la table et adopter ces bonnes pratiques technologiques qui, encore une fois, vont permettre de ne pas gâcher d'électricité dans le cycle de refroidissement. Après, je pense que ce qu'il faut aussi se poser comme question, c'est le cycle de vie de toutes ces infrastructures. Aujourd'hui, de nouvelles GPU arrivent sur le marché, elles sont tout de suite adoptées par les acteurs comme nous, elles vont servir massivement à l'entraînement de modèles, puis après à des phases d'inférence. Mais l'idée, c'est aussi de les faire durer au maximum. C'est ce qu'on appelle prolonger finalement la durée de vie à l'échelle du composant. Et ça, c'est un levier fondamental, à la fois pour décarboner l'activité, mais également pour préserver des ressources abiotiques, tous les minerais, toutes les ressources rares que l'on a besoin d'excaver du sol pour fabriquer ces composants. Et donc vraiment là, c'est une sorte d'appel à l'industrie pour se poser la question dès aujourd'hui de comment je peux faire durer ces gammes de GPU dans le temps, comment je peux faire en sorte qu'on les utilise encore dans 9-10 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors là aussi, un acteur comme OVH Cloud a pris soin de le faire depuis le départ, en réemployant les composants qui revenaient du terrain, en leur donnant une deuxième, troisième... On va en parler effectivement de cette circularité, de réutiliser des composants des années après, hyper intéressant. Sur cette notion de frugalité numérique, vous, le regard du chercheur, Laurent, donc je rappelle, vous êtes chercheur à l'INRIA, également à l'École normale supérieure de Lyon, et avec des activités, parfois des travaux en commun avec nos scale-up françaises. Où est-ce qu'on en est et quel est le gap là, qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines années selon vous?
Bah, tout à fait. Donc nous, on travaille entre INRIA et OVH depuis 5 ans maintenant, dans le Oui. cadre de ce qu'on appelle un défi. Ce défi s'appelle Frugal Cloud. Le but, c'est d'explorer les aspects logiciels qui nous permettent de réduire à la fois les impacts environnementaux et d'améliorer aussi une certaine efficacité. Donc Grégory a parlé beaucoup d'infrastructures matérielles, mais au-dessus de ça, le logiciel est très important. À la fois, c'est un facteur d'obsolescence, un facteur d'accélération, mais il y a aussi encore beaucoup de gaspillage dans le logiciel. Et il y a besoin de logiciels pour estimer certains coûts, pour estimer certains usages, pour pouvoir proposer des politiques de réduction. Donc c'est dans le cadre de ce défi qu'on s'est retrouvés en tant que deux partenaires intéressés par ce sujet. C'est un défi au long cours, hein, 5 ans. Un défi au long cours, ouais, voilà. La Ouais, voilà. construction, quoi. Ouais. On a encore pour 3 ans de défi, donc voilà, il y a des doctorants qui ont été recrutés. Le partenariat avec OVH nous intéressait beaucoup en tant que chercheurs, puisque OVH déjà nous a mis à disposition des collègues, des chercheurs chez eux, des experts, à la fois chercheurs et ingénieurs qui connaissent les infrastructures en opérationnel, en réaliste, mais aussi ils nous proposent et ils nous mettent à disposition un certain nombre de traces, de logs, d'usages qui nous permettent, nous, de créer de nouvelles stratégies, de créer des politiques qui visent à réduire la consommation ou réduire et améliorer une certaine efficacité. Oui, il y a tout le temps du gras et on doit tout le temps optimiser dans un marché. Donc c'est un peu contrariant parce que vous êtes là, non pas pour ralentir la machine, mais pour oui, voilà, chercher des économies, les petites failles dans un monde où l'obsolescence, en fait, est non pas programmée, mais elle est by design, quoi. Par définition, un truc qui a 6 mois est déjà de la préhistoire dans le domaine de l'IA, quoi. Alors pas tout à fait, on fait durer, comme le disait Grégory, on fait durer à la fois les matériels mais aussi les logiciels, on les maintient, on veut qu'ils durent assez longtemps. C'est pas des petites failles, hein, c'est pas des petits gaspillages, ça peut être assez massif dans certains cas, dans certains objets. Voilà. Y a aussi comprendre, hein, on est encore dans une phase de compréhension, comprendre des consommations énergétiques, d'usage à très grande échelle, comme sur des infrastructures d'OVH, c'est aussi un challenge pour nous. Et là on embarque nos chercheurs là-dessus, ils ont besoin de comprendre eux aussi, ils ont besoin de pouvoir proposer et d'innover là-dedans. Hyper intéressant. Revenons effectivement sur cette pratique d'éco-circularité que vous évoquiez d'un mot, Grégory, tout à l'heure pour OVH Cloud. Qu'est-ce qu'on peut réemployer, réutiliser aujourd'hui très concrètement et demain? Alors, on peut réutiliser beaucoup de choses, hein. J'ai commencé par évoquer le fait qu'on pouvait réutiliser des composants. Donc, imaginez une plateforme hardware qui est mise dans un data center. Elle peut vivre une première vie, puis après être déclassée dans une deuxième et une troisième vie commerciale qui, pour le coup, grâce aux recherches faites par justement les chercheurs en informatique, pourront fonctionner. Alors, bien sûr, on n'est pas sur des workloads qui demandent des performances extrêmes, en tout cas pas les dernières performances du marché, mais elles ont leur place en fait dans l'écosystème d'applications IT. Et oui, un peu comme un puits de pétrole. C'est pas parce qu'il est un peu moins vigoureux, moins puissant, etc., qu'il vaut rien et qu'il faut le fermer. On va continuer à tirer dessus. Absolument. C'est pareil pour beaucoup d'applications, ça suffira largement en fait. Pas besoin d'avoir le dernier truc, dire machine hyper puissante pour faire quantité de choses qu'on peut largement faire. Tout à fait, tout à fait. Okay. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail de faire durer au maximum une plateforme, l'idée, c'est aussi d'aller récupérer les composants qui ont de la valeur pour être réemployés en tant que tels, ou alors être revendus, par exemple, sur un marché d'occasion pour d'autres usages. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là, vous avez en fait ce qu'on appelle une chaîne logistique inversée qui se met en place, avec des cycles courts ou des cycles un petit peu plus longs. Mais on peut aussi extrapoler ce réemploi à l'aspect bâtimentaire. On peut très bien réemployer des friches industrielles. C'est ce que, par exemple, OVH Cloud fait depuis toujours. Aujourd'hui, sur nos 43 data centers dans le monde, 30 sont des bâtiments qui ont été construits, entre guillemets, en tout cas réhabilités par OVH Cloud. Deux tiers, c'est ce qu'on appelle le brownfield. Ouais. Oui, donc il n'y a pas que la tech en fait. Absolument. C'est un 360 pour son empreinte carbone et ce que vous allez donner à vos clients derrière. Alors vous avez absolument leur reporting, on va en parler dans un instant avec Sweep. Ils ont besoin de ces infos-là, eux. Bien sûr. Alors, ça réduit l'empreinte environnementale au sens des émissions carbone qui sont nécessaires pour faire la superstructure des bâtiments. Mais aussi, ça permet de ne pas contribuer à l'artificialisation des sols et donc de garantir le maintien de la biodiversité. Très clair. Donc, toutes ces stratégies de réemploi de friches industrielles, c'est quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, on salue l'effort de la France avec l'identification de 35 sites qui sont quasiment clés en main, disponibles pour un usage numérique, raccordés au réseau, etc. Je pense que c'est la bonne approche. Et enfin, le Graal dans tout ça, c'est que finalement, on utilise beaucoup d'énergie, mais cette énergie, elle est transformée en énergie thermique. L'électricité est transformée en chaleur. Et si on peut, par encore une fois, des technologies appropriées, notamment sur le refroidissement à l'eau, récupérer ces calories,
et les réemployer par exemple en s'interconnectant à un réseau de chaleur, mais à l'échelle, pas uniquement pour chauffer une petite piscine ou je dirais des usages marginaux. Ça, c'est le présent. OVH fournit des... Alors nous, ce sont des choses des que l'on fait bâtiments, déjà des pour villes. nos besoins propres. On va chauffer nos bureaux, D'accord. on va préchauffer nos générateurs de secours grâce à ces technologies-là. Mais encore une fois, c'est une partie marginale de la chaleur que l'on produit. Et par contre, on étudie avec un certain nombre de villes dans lesquelles on opère la capacité de se raccorder au réseau de chaleur. Et ce qui permet de faire fonctionner ça, c'est de travailler sur des régimes de température qui sont au plus proches des consignes de fonctionnement des réseaux de chaleur. Ce qui est un petit peu le défaut de notre industrie, c'est qu'aujourd'hui on crée beaucoup de chaleur, mais à des consignes de température qui sont trop basses pour être réemployées telles quelles. Donc là, il y a aussi un champ d'expertise à les mettre en place, un champ de recherche, de manière à pouvoir interconnecter et finalement faire cette intermédiation entre un producteur de calories et un utilisateur de calories. Et Laurent, et ça, on parlait en début d'émission de troisième voie européenne face aux Asiatiques ou face aux Américains, un peu en mode débridé là, depuis quelques semaines avec le duo Trump-Musk. Est-ce que justement vos travaux sur l'impact, sur la réduction de l'impact environnemental, vous avez des confrères qui font la même chose dans d'autres continents ou vous êtes un petit peu les seuls là? Il y a pas mal de monde en Europe, principalement. Ouais. En Europe, Okay. Un peu moins aux États-Unis, un peu moins en Asie. C'est pas forcément un sujet d'actualité pour certains de ces pays. Mais avec la prise en compte de l'impact environnemental de l'IA, là, on sort du forum Sustainable IA là, en même temps, qui a lieu en même temps aujourd'hui, où on se rend compte qu'il y a une coalition quand même de partenaires qui se met en place pour parler de la durabilité de l'IA. Et aussi comprendre les impacts environnementaux. C'est dur d'estimer, c'est dur de mesurer de bout en bout toutes les ramifications d'un service numérique comme l'IA. Il y a à la fois des aspects environnementaux, il y a des aspects humains tout au long du cycle de vie de l'IA. Et donc avoir une vision multimétrique, compréhensible et sur laquelle on peut influer et puis on peut essayer de réduire, ça c'est le vrai challenge. Bon voilà, c'est un petit peu moins à la mode depuis quelques mois, mais voilà, tout ça est histoire de cycle. Donc on travaille et on récoltera encore ces dividendes et ces fruits un peu plus tard. Merci mille fois messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous. Grégory Merci et Laurent, beaucoup. et vous me faites la transition puisque justement on va parler d'environnement dans le talk qui suit avec Sweep et Schneider Electric, deux champions, un industriel et une scale-up française. C'est juste après sa courte pause.